mais avec 30 ans de retard, on suivrait un petit peu la voie de l'OHADA, ce qui est intéressant de voir un peu comment des clins d'œil de l'histoire, hein, comment finalement l'Afrique peut aussi servir de modèle à l'Europe sur un certain nombre de sujets. Merci de m'accueillir. Alors donc je suis Olivier Cuperlier, je suis avocat au barreau de Paris depuis 1996. Je suis également arbitre et médiateur et j'interviens assez régulièrement en Afrique, que ce soit pour des sociétés françaises qui veulent être accompagnées, notamment dans leur contrat de distribution, mais également des sociétés qui sont dans le cadre qui ont des contentieux en Afrique, ça arrive comme partout. Ou alors parfois je suis sollicité comme arbitre ou comme médiateur dans le cadre de conflits entre deux entreprises africaines où on souhaite faire appel à un arbitre ou un médiateur extérieur. Bien sûr, alors j'ai rencontré le droit OHADA il y a une vingtaine d'années et j'ai été assez rapidement séduit en fait par le caractère très intégré du droit OHADA. Hein. Je connaissais un petit peu le droit communautaire qui est un droit qui est connu et qu'on pratique un petit peu, mais qui est un droit parfois lacunaire, avec des trous, avec des directives sur certains sujets, et un droit très technique, souvent le droit communautaire, voire parfois technocratique. Et j'ai été séduit par le droit OHADA, qui est du droit civil, du droit commercial, bien fait, bien pensé, avec des textes clairs, parfois en avance sur le droit français. Hein, par exemple, je pense au droit des sûretés. L'acte uniforme de droit des sûretés OHADA était, avant qu'il y ait la réforme du droit des sûretés en France en 2006, le droit des sûretés de l'OHADA était très en avance, bien plus avancé que le droit français qui remontait pour beaucoup, une bonne partie, notamment sur les sûretés réelles, à 1804, donc qui était un droit quand même assez vétuste. Donc j'ai été assez rapidement surpris par ça. J'ai été aussi conquis par le fait qu'il y ait une vraie intégration avec une cour commune de justice et d'arbitrage, que cette cour administre et à la fois une cour de cassation et un centre d'arbitrage, qui est aussi une originalité du système de l'OHADA. Et je me suis plongé dedans et j'étais un peu surpris à l'époque de voir que finalement personne ne connaissait, y compris chez les confrères africains. Et il y a beaucoup de confrères africains qui exercent à Paris. Et quand je leur disais que je m'intéressais, que je pratiquais le droit OHADA il y a une vingtaine d'années, les gens me regardaient en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce droit On n'en a jamais entendu parler ». Alors aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Hein, c'est un droit qui commence à être connu. Il y a des formations à l'université en droit OHADA. Les jeunes s'intéressent au droit OHADA et puis des praticiens français s'y intéressent aussi de plus en plus parce que pour accompagner leurs clients en Afrique, ils ont bien conscience qu'il faut maîtriser aussi ce système juridique qui n'est pas très compliqué pour un Français parce que c'est d'abord en français, puis c'est assez largement inspiré des principes de droit civil français, mais enfin qui a ses spécificités qu'il faut maîtriser. Il ne faut pas arriver en terrain conquis, ça suppose quand même de se plonger dans les textes pour pouvoir les maîtriser et pour pouvoir les utiliser intelligemment. Le droit OHADA que je pratique le plus souvent, c'est le droit des sûretés, parce qu'on l'utilise dans le financement de projets, évidemment le droit de l'arbitrage. L'acte uniforme sur la médiation est utile, mais enfin, on a fait de la médiation dans l'OHADA avant cet acte uniforme, mais enfin, il précise quand même un certain nombre de questions sur la confidentialité, sur la force exécutoire éventuelle de l'accord de médiation, etc. Il y a le droit sur les sociétés commerciales aussi, qui présente une vraie utilité lorsqu'on veut créer une société, une joint venture soumise au droit OHADA, et là, on ne peut pas y échapper. Donc, ce sont des droits que j'utilise soit seul, soit le plus souvent accompagné de confrères locaux qui ont une vraie expertise sur le sujet et qui sont à même, par exemple, l'immatriculation des sociétés. Il y a des démarches à faire qui doivent être faites par un confrère local. Surtout dans beaucoup de pays de l'OHADA, c'est les notaires qui sont en charge de la rédaction des statuts. Donc là aussi, j'ai un réseau, j'utilise des notaires, mais ma connaissance du droit des sociétés OHADA me permet quand même de rédiger des statuts ou en tout cas de discuter des questions et des points sensibles dans la rédaction de statuts avec un notaire camerounais ou ivoirien qui sera plus directement en charge de leur rédaction. Alors oui, moi je vois deux manques, il y en aurait beaucoup d'autres parce qu'il y a 10 actes uniformes, donc ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Tout le droit commercial ne peut pas être couvert en 10 actes, sinon ça se saurait, mais c'est déjà pas mal. Hein. Mais il y a le principal manque, de mon point de vue, c'est un acte uniforme sur le droit des contrats.
lorsque vous faites un contrat et que vous voulez qu'une partie de l'exécution de toute ou partie de ce contrat aura lieu en Afrique, on aimerait, enfin moi en tout cas, j'aimerais pouvoir le soumettre au droit OHADA et au droit OHADA des contrats et aujourd'hui c'est pas possible, ça n'existe pas et de mon point de vue c'est un frein réel au développement du droit OHADA puisque soit on le soumet à un droit étranger par rapport au lieu d'exécution, hein, donc il sera le droit français, le droit anglais, ou parfois soit on le soumet au droit local, et qu'il a parfois un droit un petit peu vétus. Je pense par exemple au droit camerounais, qui n'a pas été réformé depuis la plupart des droits civils, des droits des contrats des pays de l'OHADA n'ont pas été réformés depuis l'indépendance de ces pays. Alors, il y a quelques exceptions, la Guinée a fait un nouveau code civil, mais ça reste exceptionnel. Les autres pays ont des droits un petit peu vétustes, hein, ce qui était le cas aussi du droit des contrats français avant la réforme de 2016. Donc ça, de mon point de vue, c'est un vrai manque. C'est dommage. Il y avait un projet dans les cartons il y a une vingtaine d'années qui avait été rédigé par une brochette d'experts qui peut-être ne convenait pas au terrain local, à certaines spécificités qu'on peut trouver localement. Mais enfin, il n'en demeure pas moins que je trouve, de mon point de vue, c'est un vrai manque parce que le droit du contrat, il faut bien être en mesure de soumettre le contrat à une loi et aujourd'hui, on n'a pas de droit au OHADA du contrat. Donc ça, c'est de mon point de vue, ça devrait être une vraie priorité du législateur OHADA que de pourvoir l'OHADA d'un droit des contrats qui pourrait être moderne. Et c'est aussi la force du droit OHADA, c'est-à-dire qu'il peut s'inspirer du droit civil, il peut intégrer des éléments de common law, des éléments de droit international. C'est la fluidité et la souplesse de l'OHADA qui lui permet de faire ça et qui permet d'avoir des textes de qualité qui s'abreuvent essentiellement aux sources civilistes, mais pas seulement, qui est plus ouvert sans doute que le droit français aux influences étrangères. Et c'est ce qui fait, de mon point de vue, un des grands intérêts du droit OHADA. Alors aujourd'hui, soit elle le fait selon le droit français, soit si elle veut le faire sous l'empire du droit OHADA, il n'y a pas beaucoup, dans l'acte uniforme sur le droit commercial général, il y a les contrats des intermédiaires. Donc il y a le contrat de commission, le contrat de courtage et le contrat d'agent commercial. Donc elle est obligée de passer par un de ces contrats qui ne représente pas l'intégralité de la relation commerciale. Et notamment, il y a quand même des contrats et un secteur qui est quand même en grand développement et qui, à mon avis, mériterait d'être développé en Afrique, c'est le droit de la franchise, qui aujourd'hui n'est absolument pas réglementé dans le droit OHADA, qui en France, on le sait, c'est important, hein, c'est 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, la franchise, c'est plus de 500 000 emplois, et je pense qu'il y a plein de chaînes, de marques qui aimeraient s'implanter en Afrique et ouvrir des franchises dans les grandes capitales africaines. Et aujourd'hui, elles le font, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de franchise, mais elles le font en fonction de leurs droits américains, anglais, français, suisses, ce que je trouve un petit peu dommage. Alors je sais qu'il y a eu une réflexion qui a été lancée par le CIAN, le Conseil français des investisseurs, et par la Fondation sur le droit continental il y a quelques années, qui a abouti à un projet de texte. Je crois que c'était en 2019, je ne sais pas ce qu'il en est, mais je pense que c'est un sujet qui pourrait, autant je peux concevoir que le droit des contrats puisse susciter un certain nombre de polémiques et des discussions théoriques, pratiques et autres, autant je pense que sur le droit de la franchise, on peut assez facilement atteindre un consensus et qui permettrait de développer cette branche d'activité et de la soumettre vraiment à un droit africain adapté aux besoins locaux et qui permettrait de sécuriser les relations en matière de franchise. Parce que souvent, lorsqu'on soumet son contrat à un droit étranger, on a tendance ensuite à le soumettre à des juridictions étrangères. Lorsque vous soumettez votre contrat au droit français, on se dit, si on doit le plaider, on va le plaider devant le tribunal de commerce de Paris. Ou alors on a recours à l'arbitrage, ce qui est une autre possibilité dont on va parler. Mais souvent, la loi entraîne la compétence du juge, donc c'est dommage puisque ça désinvestit quelque part l'Afrique, alors que ce sont des contrats qui sont exécutés sur son territoire. C'est des contentieux qui ensuite sont traités ailleurs et qui mettent parfois les sociétés africaines en situation de difficulté parce que c'est évidemment plus difficile pour une entreprise africaine que d'aller plaider à New York, Singapour, Paris, Genève, que de plaider à Abidjan ou Bamako. Il y a deux types d'arbitrage, c'est la particularité de l'arbitrage OHADA. Il y a l'arbitrage institutionnel de la CCJA
et je suis inscrit sur les listes d'arbitres de la CCJA et je suis parfois sollicité pour siéger dans des tribunaux arbitraux de la CCJA. Et puis il y a des arbitrages ad hoc ou les arbitrages des centres d'arbitrage locaux qui se développent. Il existe des centres assez anciens et qui commencent à prendre de l'importance. Et moi, en ce qui me concerne, je travaille quand même beaucoup avec un centre qui s'appelle le JICAM, qui est basé au Cameroun, à Douala, qui dépend, donc le JICAM, c'est le syndicat patronal des entreprises, le principal syndicat patronal des entreprises au Cameroun, et qui a, il y a une vingtaine d'années, créé son centre d'arbitrage, qui depuis lui a adjoint un centre de médiation et qui gère plusieurs dizaines de dossiers par an, et ce qui permet aux sociétés camerounaises et à des sociétés étrangères qui commercent dans la zone, notamment en Afrique centrale, que de traiter leurs contentieux de manière locale, à moindre frais par rapport à des contentieux qui seraient traités par la CCI, voire même par la CCJA, qui est certes plus proche que la CCI, mais enfin qui présente des coûts plus importants que peuvent le faire les centres d'arbitrage locaux. Donc on a mis en place je travaille en France beaucoup, je suis arbitre du CMAP, qui est le centre de médiation et d'arbitrage de la Chambre de commerce de Paris, pas de la Chambre internationale, mais de la Chambre de commerce de Paris, qui a un certain nombre d'accords avec des centres d'arbitrage de pays africains et dont l'objectif est de permettre le développement de ces centres. Et depuis 7 ans maintenant, je crois depuis 2015, nous avons mis en place un programme de formation avec le JICAM. On a formé à peu près 80 arbitres, qui est important. On a fait 6 ou 7 sessions de formation, à chaque fois une douzaine de praticiens qui sont des avocats, des magistrats qui songent à leur retraite, des professeurs de droit, des huissiers, des experts comptables. Enfin, c'est la même typologie que ce qu'on trouve en France et qui vise donc à former des arbitres pour justement pouvoir traiter localement des contentieux. On comprend que les investisseurs étrangers ont une certaine réticence à plaider devant les juridictions locales pour des raisons de délai, parfois peut-être des raisons de manque d'indépendance. Donc c'est une alternative aussi qui leur est proposée que de pouvoir soumettre leur dossier à des arbitrages plus accessibles, notamment pour la partie africaine, localement. Et aujourd'hui, il existe des centres d'arbitrage. Je pense au JICAM, il y a le CAMCO au Burkina Faso, il y a la CACI en Côte d'Ivoire, il y a des centres d'arbitrage locaux qui fonctionnent et qui offrent des solutions d'arbitrage utiles. Depuis 2017, c'est venu s'adjoindre à ça la médiation, qui, moi je crois beaucoup au développement de la médiation, parce que ça correspond à une réalité africaine. On connaît tous l'arbre à palabres, et malheureusement la médiation a jusqu'à présent été un peu trop cantonnée, en tout cas en Afrique, aux relations intersociales ou intrafamiliales. Moi, quand je forme des médiateurs, je leur dis mais la médiation, ça sert à tout. Vous pouvez aussi les utiliser dans les relations commerciales, et c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et on sent qu'il y a une faculté des Africains de s'approprier de ces techniques de médiation parce que ça fait encore une fois partie de la culture africaine, qui n'aime pas trop le conflit, qui aime bien arriver à s'entendre. Et je crois beaucoup, moi, d'une manière générale, au développement de la médiation dans le monde entier. On le voit, la CCI et d'autres centres cherchent à développer la médiation et ça se développe. Mais je crois particulièrement en Afrique. Je pense qu'il y a un bel avenir promis au développement de la médiation en matière commerciale pour régler des litiges entre entreprises africaines ou entre entreprises africaines et de l'extérieur, occidental ou asiatique, où il y a un aspect aussi culturel qui est très important, qui rentre en ligne de compte et où le médiateur peut permettre aussi de rétablir le dialogue, de créer des ponts entre on ne fait pas des affaires de la même manière en Chine qu'en Afrique. Donc voilà, le médiateur peut permettre aussi aux parties de mieux se comprendre, de faire la part des choses et de voir ce qui a amené les parties à ce contentieux et de voir comment on peut en sortir dans l'intérêt de tout le monde. La question de l'exéquatur, en réalité, en matière d'arbitrage, elle n'est pas traitée par le droit OHADA, elle est traitée par la Convention de New York. Bon, la plupart de 1958, la plupart des pays de l'OHADA ont adhéré à la Convention de New York, donc ce qui permet quand même de faciliter, d'obtenir assez facilement l'exéquatur d'une sentence arbitrale qui aura été rendue à l'extérieur, en France, en Europe, aux États-Unis, et elle est assez facilement exéquaturable en Afrique, enfin en tout cas dans la zone OHADA, notamment depuis la réforme de 2017, il y a une disposition qui est assez novatrice là aussi, qui prévoit que le juge de l'exéquatur doit statuer dans les 15 jours, et que s'il ne statue pas dans les 15 jours,
il est réputé accorder l'exéquatur, ce qui est quand même quelque chose d'assez fort, hein, qu'on n'a pas en France, et qui démontre quand même une volonté de rendre assez facilement exécutoires les décisions d'arbitrage. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sans doute plus facile en Afrique, du fait de la Convention de New York, mais ce n'est pas vrai seulement en Afrique, c'est vrai dans beaucoup de pays, y compris la France, d'exécuter une sentence arbitrale que d'exécuter une décision judiciaire qui, elle, il n'existe pas en matière de circulation des décisions judiciaires, à part au sein de l'Union européenne, évidemment, mais qui est une union très intégrée, l'équivalent de la Convention de New York. Donc l'exécution des décisions dépend des rapports, des conventions d'entraide judiciaire qu'il peut y avoir entre les deux pays, et qui sont parfois très anciennes, parfois inexistantes, et qui ne facilitent pas nécessairement une bonne exécution des décisions judiciaires. Donc aujourd'hui, c'est aussi un des paradoxes, c'est souvent plus facile, du fait de la Convention de New York, d'exécuter une sentence arbitrale, que ce soit en France ou que ce soit dans des pays de la zone OHADA, pas tellement du fait du droit de l'OHADA, hein, du fait de la Convention de New York, que d'exécuter une décision judiciaire. Alors, la difficulté qu'il y a en matière, en Afrique particulièrement, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une des deux parties, et souvent la partie africaine, est d'essence publique. C'est soit l'État, soit un démembrement de l'État, soit une entreprise publique. Et là, c'est vrai que ces entreprises-là ont tendance à invoquer leur immunité d'exécution. Donc là aussi, la nécessité d'être accompagné dès la signature du contrat, de façon à ce qu'il y ait une renonciation préalable en fonction qui ne peut pas être forcément générale, qui doit être bien calibrée et bien viser les biens sur lesquels la renonciation est faite, de façon à ce qu'elle soit parfaitement efficace et qu'on puisse, en cas de condamnation, que la partie puisse obtenir l'exécution contre l'entité étatique avec laquelle elle a contracté. D'abord, bien choisir le pays, hein. On a parfois, vu d'ici, on a tendance à penser que l'Afrique est un seul pays. L'Afrique, c'est un continent, c'est 54 pays, et il y a, même s'il y a comme en Europe, hein, il y a évidemment des points communs, mais enfin, il y a des points de dissemblance. Il y a l'Afrique francophone, il y a l'Afrique anglophone, il y a l'Afrique du Nord avec le Maghreb, il y a l'Afrique australe, enfin, il y a évidemment des différences. Mais même au sein de l'Afrique francophone, il y a des différences entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Donc, il est important de bien choisir le pays, connaître les points forts de ce pays. Est-ce que les services publics fonctionnent? Est-ce que le réseau routier, si je suis dans une activité dans laquelle j'aurais besoin d'acheminer de la marchandise, quel est l'état du réseau routier? Quel est l'état du réseau aérien, ferroviaire, le cas échéant? Donc faire vraiment une analyse pays par pays et pas se jeter un petit peu au hasard comme on le voit parfois, des opportunités. Tiens, j'ai rencontré machin, il est au Burkina Faso, il y a peut-être un truc à faire là-bas, sans véritablement s'intéresser au pays et aux opportunités qu'offre le pays, avec évidemment, comme pour tout pays, les points forts et puis aussi les points faibles. Donc je pense qu'il faut d'abord faire une vraie analyse pays. Deuxième chose, il faut bien choisir, mais ça, c'est pas vrai qu'en Afrique, hein, il faut bien choisir ses interlocuteurs, choisir des gens de qualité. Il en existe en Afrique, que ce soit des professionnels du droit, des professionnels du chiffre, et ne pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels locaux, avec effectivement au support son avocat habituel. Moi, c'est ce que je fais. J'accompagne mes clients, je leur donne des conseils, ils me font confiance, et puis je fais intervenir des membres de mon réseau sur tel ou tel sujet qui est pointu et qui suppose des connaissances locales et une certaine proximité avec la réalité locale. Troisième chose aussi, avoir, et là, vous allez me dire, j'enfonce des portes ouvertes, mais surtout pour un juriste, mais avoir un contrat bien rédigé avec des clauses de règlement des litiges qui fonctionnent. Donc, c'est vrai que l'arbitrage, dès qu'on est dans une relation un petit peu internationale, a tendance à s'imposer d'elle-même, puisqu'on peut comprendre que des entreprises parce qu'il faut aussi avoir conscience qu'en Afrique, la puissance publique, l'État, les administrations sont des acteurs commerciaux importants. Beaucoup des contrats, qui sont des contrats d'infrastructure, sont conclus avec les États. Donc les États n'ont pas envie, on le comprend, d'aller plaider devant le tribunal de commerce de Paris ou de New York. Et on peut comprendre que les grandes entreprises françaises ne se sentent pas forcément à l'aise à plaider devant le tribunal commercial de Tombouctou ou de Douala. Donc il est évidemment important, et l'arbitrage présente une belle faculté, hein, de ce point de vue-là, présente une vraie possibilité de trouver un juge compétent qui pourra juger rapidement, avec toute la compétence et l'indépendance nécessaires, et qui sera totalement neutre,
puisque le juge peut avoir une double culture, être français et bien connaître l'Afrique, ou à l'inverse, être africain et bien connaître les usages en Europe. Le tribunal arbitral peut être panaché avec des arbitres français, des arbitres africains, des arbitres anglais, belges, etc. Donc je crois que l'arbitrage est une vraie réponse aussi au règlement des litiges, et donc ça suppose d'avoir une clause bien rédigée qui permette de sécuriser la relation contractuelle dans un contrat évidemment bien rédigé. L'attractivité de l'Afrique, elle n'est pas à démontrer, hein. On a une démographie très, très, très forte en Afrique, 2 milliards d'habitants en 2050, donc ce sera un marché effectivement tout à fait considérable, avec l'apparition d'une classe moyenne, donc d'un vrai pouvoir d'achat, avec des facilités maintenant économiques, avec cette zone de libre-échange créée en Afrique avec la ZECLAF, hein, qui progressivement monte en puissance. Et puis cette force, pour revenir à l'OHADA, cette force d'attraction de l'OHADA, qui est quand même un système qui est déjà ancien, hein, traité de Port-Louis 1993, donc c'est déjà presque bientôt 30 ans d'ancienneté, quelque chose qui fonctionne et qui a une force d'attraction. Le Maroc a manifesté son intérêt pour adhérer à l'OHADA, ce qui serait une bonne chose, qui entraînerait peut-être d'autres pays d'Afrique du Nord. Le Burundi, pays à tradition francophone, mais aujourd'hui quand même plutôt anglophone, a également manifesté, et d'Afrique de l'Est a également manifesté son intérêt. Donc on voit bien que l'OHADA est aujourd'hui attractif et donne l'exemple à d'autres pays africains, non pas pour créer des modèles concurrents, mais plutôt pour rentrer dans l'OHADA et essayer de participer à cette belle aventure d'édification d'un droit des affaires commun, qui d'ailleurs commence un peu à influencer au sein de l'Union européenne, parce qu'il y a des initiatives qui ont été prises pour faire un droit des affaires, un véritable droit des affaires, sur la base d'une initiative, comme souvent dans l'Europe franco-allemande, faire un code de commerce européen. Vous voyez, donc mais avec 30 ans de retard, on suivrait un petit peu la voie de l'OHADA, ce qui est intéressant de voir un peu comment des clins d'œil de l'histoire, hein, comment finalement l'Afrique peut aussi servir de modèle à l'Europe sur un certain nombre de sujets.